9h28. Est-ce que la conquête spatiale vous fascine? Ça fascine les êtres humains depuis si longtemps. Et il y a eu, en 69, la conquête de la Lune. Et on pensait que c'était une destination qui était maintenant périmée. Bien, on se trompe parce que la NASA va y retourner, veut y retourner. Et c'est le lancement, là, en mars, de la mission Artemis 2. Qui de mieux pour en parler que David Saint-Jacques, l'astronaute bien connu? Bonjour, David. Bonjour, Patrick. Donc, Artemis 2, c'est la mission au complet ou c'est ce qui s'en vient en mars, l'orbite autour de la Lune? Alors, Artemis 2, comme il y a un chiffre dedans, 2, c'est parce que ça fait partie d'une série. Le programme Artemis, c'est une série de missions comme de complexité croissante de retour à la Lune. Il y a eu Artemis 1 il y a 3 ans, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une mission d'essai, il n'y avait pas d'astronaute à bord, c'était juste pour tester la fusée, la capsule, et tester notamment la diabolique réentrée atmosphérique. Pourquoi diabolique? Parce que quand on va sur la Lune, quand on revient de la Lune, dans le fond, c'est comme si on tombait de la Lune. Tu arrives vraiment vite. Tu arrives à peu près à 14-15 km par seconde. Et tu deviens une étoile filante. Et ça prend un bouclier thermique qu'on appelle une couche protectrice sur la capsule pour pas que ça devienne un barbecue à l'astronaute. Donc, ça, c'est un peu ça le but de cette mission-là. Artemis 1 a tout testé ça. Artemis 2, donc, c'est la mission qui se prépare, à bord duquel il y a un Canadien, mon bon ami et collègue Jeremy Hansen. La première fois que quelqu'un qui n'est pas américain, dans le fond, va autour de la Lune, c'est quand même extraordinaire. Moi, je suis un enfant de la génération Apollo. Toi aussi, probablement que ça nourrit ton imaginaire. Écoute, toi, t'es né en quelle année? Moi, ma mère était enceinte de moi pendant Apollo 11. Bon, mais regarde, t'as 3 ans de plus que moi, mais on a grandi dans les années 70, 80 même, avec la mythologie de la conquête de la Lune. Alors nous, mes enfants, nos enfants, la génération actuelle, ça va être la génération Artemis. Et c'est ça qui va les inspirer. Fait que les missions Artemis, après Artemis 2, qui est un vol d'essai, hein, c'est la première fois qu'on teste cette nouvelle fusée, cette nouvelle capsule avec des gens à bord. Ils vont partir de la Terre, faire 2 orbites, tout tester. Après, ils vont partir vers la Lune, faire le tour de la Lune, revenir sur Terre. Ça va prendre à peu près 10 jours parce que ça prend comme une journée, 2 jours autour de la Terre, 4 jours aller là-bas, 4 jours revenir. La journée autour de la Terre, là, puis on va revenir après ça, là, la journée autour de la Terre, c'est quoi? C'est comme une rampe de lancement? C'est parce que, il faut qu'il accélère un peu la capsule. OK. C'est comme un slingshot. Oui. Hein? Gravitationnel, il accélère la capsule. Alors, ça leur donne une journée pour faire plein de tests, pour s'assurer que tout est correct, avant, si on veut, d'allumer les moteurs un peu avec un point de non-retour, où là, c'est sûr qu'on va vers la Lune et on revient. Fait qu'ils ont une journée et demie pour tout tester, vérifier qu'ils peuvent bien contrôler la capsule, que tout le système d'oxygène, de CO2, la toilette marche, la cuisine marche, que tout ça fonctionne correctement. Et là, ils vont pouvoir partir. Donc, il y a beaucoup. C'est un agenda très, très chargé de tests. C'est un vol d'essai. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est un peu pour ça qu'il y a tellement d'incertitudes dans la date, parce que tout est un prototype. Hein? C'est toute la première fois qu'ils assemblent cette gigantesque fusée. C'est incroyablement complexe comme système. Donc, on va, comme pour paraphraser le directeur de la NASA, il s'appelle l'administrateur de la NASA, Jerry Kazickman, il a dit ça fait plus que 50 ans qu'on attend de retourner. On peut attendre un mois de plus pour être sûr que ça marche bien. C'est sage si c'est pour que ça fonctionne correctement. Correctement. OK. Donc, l'astronaute Jeremy Hansen va être dans cet équipage-là. Et là, ça va faire quoi? Une orbite autour de la Lune? Ça fait comme un 8 autour de la Lune. OK. Ils partent de la Terre, puis là, ils croisent, ils vont derrière la Lune, puis là, ils reviennent. Ça fait comme un gros 8 dans le ciel. Le gros défi technique, comme on est allé déjà, d'y aller jusqu'à la Lune, de faire le tour de la Lune, ce qui va être une étape pour poser le pied sur la Lune à nouveau, le gros défi technique, c'est quoi? Alors, le premier défi, c'est que même en 70, dans le temps d'Apollo, chaque vol, c'était tous des prototypes. Ce qui est incroyable, c'est que c'est de l'artisanat, ces fusées-là. Chaque morceau est fait comme à main par un ouvrier quelque part. C'est dur à croire. Oui, c'est pas des usines, là. C'est vraiment des prototypes. C'est vraiment de l'artisanat. Et donc, le know-how, il faut le refaire. C'est sûr qu'on a tout l'héritage d'Apollo, on a accès au plan, mais les gens qui étaient là à l'époque sont plus là. Donc, il y a une partie qui est réapprendre, se réapproprier. Après ça, il y a quand même des grosses différences. Quand on rentre dans les détails techniques, les missions Apollo, c'était vraiment risqué.
La technologie n'était pas aussi avancée. En rétrospective, chaque mission a eu vraiment a eu des problèmes quand même majeurs, puis on l'a échappé belle. Avec Artemis, on veut retourner sur la Lune de manière beaucoup plus fiable pour s'y installer avec un système fiable, puis un système qu'on peut dire opérationnel, où on peut d'abord envoyer des gens vers la Lune, après ça, retour sur la Lune, mais pas juste pour 2-3 jours, pour une semaine, un mois, plusieurs mois, faire une base, tout ça dans la prochaine décennie de plus en plus complexe. Ce que tu dis, c'est que il y avait cet artisanat, c'est encore le cas, mais ça va être plus sécuritaire pour les astronautes, parce que quand même, dans la conquête de la Lune, il y a des astronautes russes, il y a des astronautes américains qui sont morts dans des accidents là, souvent épouvantables. Tout était nouveau à l'époque, tout était à inventer, de nos jours, on a des outils technologiques beaucoup plus avancés. On a beaucoup avancé dans la technique des matériaux, la sécurité des moteurs, toute la technologie des fusées elles-mêmes, toute la technologie de support de la vie des astronautes. Donc, on peut tout faire de manière plus fiable, si on veut, qu'à l'époque. Fait que c'est ça. Peut-être que, tu sais, vu de l'extérieur, ça se ressemble, mais vu de l'intérieur, c'est beaucoup plus fiable, les systèmes modernes. Donc, c'est un peu ça, c'est le retour vers la Lune, mais pour s'y installer. Et, c'est ça qui est important du programme Artemis, avec en tête l'idée qu'on retourne sur la Lune de manière fiable et pérenne, parce qu'un jour, on va aller sur Mars. Tu y crois, ça? Que c'est le premier pas vers Mars, le retour sur la Lune? Absolument. Mais aller sur Mars, c'est vraiment une autre catégorie. C'est tellement loin, Mars. Il faut un autre niveau de fiabilité des systèmes, d'autonomie des équipages. On n'est pas rendu là encore. On a plein de choses à développer en termes de recyclage de l'air, de l'eau, génération d'énergie, fiabilité des systèmes. La médecine, il faut que les astronautes puissent s'occuper d'eux-mêmes pendant peut-être 3 ans, ces missions-là. Donc, il y a le côté géopolitique. C'est peut-être Moi, je pense que l'émission Artemis, dans mon cœur, je souhaite que ce soit un moment rassembleur pour toute l'humanité. Il y a beaucoup de tensions en ce moment, puis c'est des tensions qui sont un peu créées par l'être humain, donc on peut les défaire, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Puis le programme spatial, pour moi, c'est comme une démonstration quotidienne que même si c'est difficile, quand on veut travailler ensemble, on peut. On le démontre à chaque jour. Mais je dois te dire, je sais qu'il y a l'astronaute canadien qui est de la première mission, là, celle que tu décris, qui va avoir lieu au mois de mars. Donc, l'astronaute canadien va être là. Je dois te dire, avec les tensions, avec ce que M. Trump fait subir aux Canadiens, quand même étonné qu'on n'y ait pas dit, mais finalement, ton billet pour aller tourner autour de la Lune, il est annulé. Écoute, c'est sûr que ça serait dramatique. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a les programmes spatiaux ont cette capacité rassembleuse d'être... c'est comme notre fierté professionnelle, les astronautes. On tient ouvert le dernier pont qui reste ouvert. Comme un pont dans le ciel. Hein? Puis même s'il y a des tensions, même si les êtres humains peuvent faire le pire, qui est la guerre, on peut aussi... C'est pas une raison pour arrêter de faire le mieux, qui est la collaboration et l'exploration ensemble. Donc, je pense que c'est un symbole de tout ce qu'il y a, tout l'historique qu'on a avec nos voisins américains. Le fait qu'on a un Canadien à bord, c'est le reflet de décennies de confiance mutuelle. Hein? Les ingénieurs, les techniciens canadiens, depuis des décennies qu'on est devenus les maîtres de la robotique spatiale. Tout le monde connaît la série de Canadarm. C'est ça qui est un peu notre carte de visite dans le club des pays qui poussent l'enveloppe de la technologie. Puis moi, comme citoyen, comme père, c'est ça le genre de pays que je veux. C'est un pays qui est à la fine pointe et puis qui pousse l'enveloppe. Puis après ça, tout ce qu'on apprend, si on veut, avec l'excuse d'exploration spatiale, bien, ça finit par nous servir à tous. David, on appuie sur pause. On va faire une pause et au retour, on poursuit la conversation sur la reconquête de la Lune avec David Saint-Jacques. David Saint-Jacques est avec nous. On parle de la mission Artemis 2. Au mois de mars, la NASA envoie une sonde. Comment on appelle ça? Une capsule? C'est une capsule, oui. C'est un vol d'essai, en fait, pour la fusée et la capsule. Autour de la Lune, avec l'ambition d'y retourner. Mais là, les gens m'écrivent, David, pourquoi on irait sur la Lune? À quoi ça sert? Tous les problèmes que ça a Terre, tu l'as entendu 1 million de fois. Dis-nous pourquoi, selon toi,
c'est important d'explorer l'univers? Alors, c'est une très bonne question. Et je vais commencer en disant, c'est certain que l'exploration spatiale, ça ne sera jamais la priorité absolue. On s'entend. Mais la priorité, hein, c'est l'éducation, l'économie, s'occuper des personnes âgées, la sécurité. Bon, c'est tout ça. C'est évidemment que c'est ça, les priorités. Réparer les trous dans nos rues. Oui, C'est ça, les nids de poules. Mais il faut se garder une petite partie de nos énergies, une petite partie de nos ressources pour progresser, pour inventer, pour rêver, pour faire avancer les connaissances. Et ces petits pas-là qu'on fait avec l'extra, c'est ça qui fait la civilisation. C'est pour ça qu'on n'est plus dans les cavernes. C'est comme ça qu'on a développé la roue, le feu, l'écriture, toute la technologie. C'est des choses qu'on a... C'est parce que quelqu'un a eu un petit peu de temps libre pour se creuser la tête puis nous faire avancer. Et c'est comme ça qu'on crée les arts, les sciences, qu'on fait l'exploration. Ça vient tout de ce petit extra d'énergie qu'on met à faire des choses qui ne sont pas strictement nécessaires. L'exploration spatiale, c'est un vraiment puissant moteur d'innovation parce que c'est super dur, c'est super tough et c'est super cool. Fait que c'est très facile de recruter les meilleurs pour se creuser la tête un petit peu plus fort, puis on découvre plein de choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé si ça n'avait pas été pour l'exploration spatiale. Par exemple, toute l'informatique moderne, je simplifie, mais en gros, ça vient d'Apollo. C'était ça un peu l'excuse pour le développement de l'informatique moderne. C'est-à-dire que ce qui est inventé pour envoyer des personnes dans l'espace, de ces inventions-là, ça ruisselle en des produits puis des services. Par exemple, c'est ça. Alors, par exemple, moi, j'étais dans la station spatiale pendant plusieurs mois. On recycle presque entièrement toute notre eau. Okay. Notre urine, là, ça devient le café du lendemain. Bon. C'est possible et c'est bon. Et ça finit par... Ça a été... Toute cette technologie-là, elle sert maintenant dans des systèmes de filtration d'eau, dans des camps de réfugiés, par exemple. Bon. Ah oui? Oui, fait que les exigences extrêmes de l'environnement spatial sont comme une excuse pour pousser toujours un petit peu plus loin. Et on résout des problèmes auxquels on n'aurait peut-être même pas fait face. Ça n'a pas été pour l'excuse. C'est vraiment pour ça que les gouvernements investissent en technologie spatiale, parce que c'est un incroyable moteur d'innovation. Et donc, en plus, bien, il y a des raisons scientifiques valables, bien sûr, hein, mais la raison pour laquelle c'est subventionné, des fois, il y a des aspects aussi diplomatiques. On peut argumenter qu'une des raisons pour laquelle il y a un programme spatial international, c'est pour forcer la construction d'un pont qui est très difficile à fermer, pour garder... Entre les nations. Entre les nations. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que, corrige-moi si je me trompe, après la rupture de beaucoup de liens commerciaux, politiques, diplomatiques entre la Russie et le reste du monde, ça n'a pas affecté l'atmosphère, semble-t-il, dans la Station spatiale internationale. Absolument pas. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que c'est un deal qui a été très bien ficelé, dont c'est politiquement pas payant de se retirer de ça. Et ce qui fait qu'encore de nos jours, malgré les immenses tensions entre la Russie et les États-Unis, chaque fusée Soyouz, il y a un Américain à bord, puis chaque fusée de SpaceX, il y a un Russe à bord. C'est comme le dernier pont qui reste ouvert. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une démonstration, un rappel qu'un jour, on va se parler, on est capable de travailler ensemble. Quand on décide d'aller au-delà de nos différences puis de se concentrer sur ce qu'on a en commun, on peut vraiment faire des miracles. Est-ce qu'il y a une chance que tu participes à une des missions Artemis? Wow! T'aimerais ça? Ah, j'aimerais ça. Pas moi qui décide. J'aimerais ça. Mais t'es dans le pool. Ben, je suis qualifié, là, en principe. Mais hein, les assignations de missions comme ça, c'est comme des accords internationaux. Il faut faire un équipage. Tu sais, ils n'assignent pas juste des individus, ils font un équipage. Oui. Il faut que l'équipage fonctionne bien ensemble parce que une fois qu'ils sont partis, il faut qu'ils s'arrangent. C'est vraiment des décisions qui sont prises plusieurs étages en haut de moi. Ton ami, ton collègue Jeremy Hansen, lui, y va. Oui. Donc, c'est en mars. Il va faire le tour de la Lune, ce qui est déjà pas mal. Là. Première personne non américaine à aller là. C'est incroyable. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? Bien, là, j'ai parlé récemment, fait que eux, ils sont prêts. Hein? Ça fait des années qu'ils s'entraînent. C'est un équipage particulier parce que vu que c'est un vol d'essai, l'équipage a participé très intensivement même à la conception du véhicule.
OK. main dans la main avec On les leur a ingénieurs. demandé là, Leur de quoi vous avez opinion, besoin. ils testaient tout. Hein? Ils étaient tout le temps là pour tous les tests, pour le développement. Fait qu'ils sont vraiment intimement comme au courant de tous les détails. Fait qu'ils sont vraiment prêts. C'est sûr que c'est le genre de personnes qui ont envie d'être toujours un peu plus près. Fait qu'il y a toujours une petite... OK. je peux étudier encore plus, mais ils veulent passer du temps avec leur famille. Parce que la famille aussi, c'est stressant pour la famille. Ça Fait que doit. là, ils sont tous un peu ensemble dans cette bulle-là où, bon, chaque jour ensemble, c'est précieux. Fait que c'est comme un peu un mélange là, de... Je me sens prêt, mais il y a quand même un petit fond de trac, peut-être. Ouais, de trac, voilà. Mais ils ont entièrement confiance dans les équipes qui sont derrière. Récemment, le décollage a été repoussé pour des raisons purement techniques. Un peu à cause de la mauvaise météo, il faisait froid, ça a été repoussé après ça. Ils ont comme pratiqué remplir la fusée avec le carburant, c'est de l'hydrogène liquide, c'est immensément froid. Et il y a eu des petites fuites qui ne mettaient pas les gens un peu inconfortables, des petits problèmes à gauche, à droite. Hein, c'est des systèmes tellement complexes. Puis la fusée, tout le monde fait son possible pour tout tester, les morceaux indépendamment, mais à un moment donné, ils l'assemblent. Puis il faut bien tout tester ensemble. Et là, c'est comme inévitable qu'on trouve des petits bugs, vu que c'est tout un prototype. Alors, personne était choqué d'apprendre qu'ils ont décidé, il y a trop de petites affaires qu'on veut régler. On repousse ça d'un mois. Donc, ils sont sortis de quarantaine. Les équipages sont en quarantaine avant le lancement. Puis on repart ça. Pourquoi ils sont en quarantaine? C'est une... moi aussi, j'ai fait ça la quarantaine. On met les gens en quarantaine 2 semaines avant le décollage. C'est pas pour une raison... C'est pas ben spécial. C'est juste au cas où quelqu'un ait le rhume ou la gastro ou un virus... Ils ne sont pas contaminés. Bien, ils vont l'avoir pendant leur quarantaine. OK. Ils vont passer à travers. Puis par le temps qu'ils décollent, ils vont être corrects. Puis s'ils veulent être avec la famille, bien, la famille est tous en quarantaine. Puis tous les techniciens de la rampe de lancement, puis les gens, leurs instructeurs qui sont avec eux sont tous en quarantaine. Tout le monde a un village en quarantaine. Tout le monde passe son rhume puis sa gastro Oui. par le temps qu'on Parce a qu'on sait qu'en 2 semaines, les virus vont être passés. C'est tout passé. S'il y en avait, c'est tout passé. C'est pour ça qu'il y a une quarantaine. Voilà. David, toujours intéressant, fascinant même de t'écouter parler d'exploration spatiale. Merci. On se croise les doigts pour que tout se passe bien et aussi pour que tu sois dans la liste un jour. Aïe, merci. 6 mars, rendez-vous. Le 6 mars, c'est l'ouverture de la fenêtre de lancement.